Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ce quartier est endeuillé parce qu'un enfant de 10 ans a été fauché par une balle qui l'a tué lors d'une fusillade. C'était hier soir dans le quartier Pisevin à Nîmes. On est en direct sur Sud Radio avec le maire de Nîmes. Bonsoir Jean-Paul Fournier. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, on est ravis de vous accueillir ce soir dans Les Vraies Voix. Alors j'imagine que l'émotion et la stupeur ont frappé toute la ville. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour un drame de cette nature se produise dans ce quartier sensible, il faut bien le dire, de Pisevin? Mais il faut dire que depuis de nombreux mois maintenant, le trafic de stupéfiants gangrène la situation des quartiers de Pisevin et Val-de-Bourg. J'ai alerté à de nombreuses reprises les services de l'État de cette situation dramatique, qui m'a d'ailleurs conduit à fermer en juin dernier la médiathèque Marie-Bernard pour la sécurité des agents et des usagers. Aujourd'hui, un nouveau cap intolérable a été franchi dans cette escalade de la violence et de la rendre compte, en tout trafiquant, un jeune garçon de 10 ans C'est ça. est décédé cette nuit. Je suis profondément choqué, attristé et révolté par ce nouveau drame qui fait suite à une autre victime de tir ces derniers jours. Alors ça nous rappelle une chose d'ailleurs qu'on répète assez souvent, Jean-Paul Fournier, mais là on en a la preuve tragique. Les premières victimes de l'insécurité sont ceux qui la subissent chez eux. La preuve, un gosse a été fauché, il n'avait rien à voir avec ce qui se passait pour le coup. On avait des échanges de feu tous les jours. Est-ce que c'est ce que vous disent aussi les habitants de ce quartier, Jean-Paul Fournier? Tout à fait, les gens sont complètement... Ils n'osent plus sortir puisqu'effectivement ils rencontrent des jeunes à qui se baladent avec des kalachnikovs. Donc rien n'a été fait à mesure de l'État, puisqu'effectivement, on est complètement isolé, on nous laisse tomber. Alors vous dites on vous laisse tomber, vous parlez de l'État, vous en avez parlé à l'instant, est-ce que c'est un reproche que vous adressez soit à la préfecture, soit dans ce cas-là au gouvernement? Qu'est-ce qu'il vous manque? Eh bien, au gouvernement, puisque j'ai reçu un nouveau préfet hier, le nouveau préfet, je lui ai fait part de cette situation. Bon, il a bien conscience, puisqu'il était quand même le directeur de la police au plan national. Donc, moi, j'ai décidé, j'ai demandé au président de la République des solutions concrètes et pérennes, puisqu'effectivement, M. Darmanin, je devais signer avec lui un CIC, je ne l'ai pas encore fait, ils ne m'ont pas encore répondu, donc je suis un petit peu inquiet de voir ce qui Alors, première réponse, en tout cas, du ministère de l'Intérieur, le déploiement à Nîmes, alors pas à Marseille, on l'avait dit il y a quelques jours, mais à Nîmes, d'une urgence à une autre, de la fameuse compagnie CRS 8 en urgence pour tenter de restaurer l'ordre un temps soit peu. J'aimerais qu'on donne la parole à Reda Didi, que vous avez peut-être déjà croisé sur le terrain du côté de Nîmes, Jean-Paul Fournier, fondateur de l'association Graines de France. Le maire Jean-Paul Fournier qui nous dit qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, il a dû fermer par sécurité une médiathèque sur place. C'est quoi le climat en temps normal, j'entends, de ce quartier Pisevin? C'est un climat un petit peu particulier. C'est Nîmes et notamment les quartiers populaires de Nîmes classés QRR, quartier de reconquête républicaine, ou QPV, quartier politique de la ville, sont en grosse difficulté. On le voit bien. Nous, ce qui nous remonte de la part des responsables associatifs du terrain, de la part des parents, de la part des habitants qu'on a pu entendre, à qui on a donné la parole, avec qui on a essayé de co-construire des plans, c'est souvent cette question-là. C'est finalement comment on arrive à donner un horizon à notre jeunesse, comment on arrive à donner un horizon à nos enfants. Et les problématiques du trafic de drogue sont remontées, mais d'autres problématiques aussi sont remontées avec cette idée peut-être d'un quartier qui n'est pas assez aéré, où ça circule pas assez, des questions de transport. Enfin voilà, beaucoup de questions sont remontées, mais en tout cas une volonté forte de la part des habitants de pouvoir se mobiliser pour essayer de changer les choses là-dessus. Essayer de changer les choses là-dessus, c'est-à-dire que la solution ne serait pas seulement sécuritaire, c'est ce que vous nous dites. Elle peut pas être que sécuritaire, c'est impossible. C'est-à-dire que la sécurité et les policiers, eux, interviennent in fine quand les problématiques ont déjà éclaté. Il y a beaucoup de travail en amont à faire là-dessus pour qu'on n'arrive pas à ce type de résultats, et notamment redonner une forme d'espoir, une forme de parcours, du sens à la méritocratie, à cette jeunesse qui est là sur ces territoires. Alors parlons bien aussi avec monsieur le maire Jean-Paul Fournier qui est toujours avec nous en direct sur Sud Radio, je le rappelle. Avant que je redonne la parole à nos autres vraies voix qui sont avec nous, Fanta Berreté, Nicolas Corato ou Simon tient depuis Perpignan au 0826 300 300. Qu'est-ce qui manque dans ce quartier, Jean-Paul Fournier? Eh bien, écoutez, il manque surtout la cohésion des services de police, des choses. On a un programme quand même de rénovation urbaine sur tout ce secteur
mais ça va prendre un certain temps, puisqu'effectivement, on a quand même un programme en rue qui va s'étaler sur une dizaine d'années. Donc, on est en train d'essayer d'améliorer les choses. Effectivement, il faut carrément améliorer ça parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Et sur le plan sécuritaire, maintenant, quand vous apprenez, ce sera ma dernière question avant que je donne la parole à nos interlocuteurs, quand vous apprenez le déploiement en urgence de la fameuse compagnie CRS 8 qui était censée être envoyée déjà en urgence ailleurs, à Marseille, où le sang coule aussi parce que les coups de feu sont échangés, est-ce que ça peut être une bonne réponse ou est-ce que c'est quelque chose de trop provisoire ? Alors, si c'est quelque chose de trop provisoire, ça ne servira à rien entre nous. S'ils viennent pour 3 jours, c'est pas la peine. Donc, effectivement, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur il y a quelque temps. Il m'avait dit qu'il déplorait des CRS à plein temps ici à Nîmes. Donc, il ferait autre chose, mais il serait surtout à plein temps ici. Alors ça peut être un peu plus. Ça peut être un peu plus. Enfin, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. Et que ça évolue, en tout cas. Fanta Berreté, député Renaissance de Paris. Je le disais, la fameuse compagnie CRS 8 déployée en urgence à Nîmes, elle était censée être déployée déjà en urgence à Marseille. Est-ce qu'on a les moyens de rajouter des CRS partout ? Est-ce que vraiment la guerre des gangs n'est pas hors de contrôle, tout simplement ? Déjà, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Enfin, je voudrais avoir une pensée pour cette famille, pour ses parents. Je suis moi-même parent et nous sommes beaucoup. On est bouleversés. C'est effroyable. Et également aussi pour tous ces enfants qui ont regardé ces images en fait sur nos réseaux sociaux, parce qu'il y a cet impact-là en fait qui est assez fort aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants de 14 ans qui vont sur X ou qui vont sur Instagram, Snap, peu importe, en fait, ils ont cette vidéo qui tourne. Et donc, je trouve que c'est vraiment effroyable. Ensuite, concernant donc la compagnie CRS, je pense que depuis que Gérald Darmanin est au ministère de l'Intérieur, il n'a eu de cesse que de travailler pour faire en sorte qu'on ait plus de forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, nous en avons accueilli récemment 600, donc rien que sur Paris. Donc, est-ce qu'il faut des compagnies de partout ? Ça, moi, je vais pas pouvoir vous répondre. Je pense qu'il y a un certain nombre de territoires sur lesquels on sait que nous avons une grosse problématique au niveau de la gestion de la drogue et que les opérations en cours, c'était le cas pour Marseille, réveillent finalement aussi la guerre des gangs, les uns après les autres, et que du coup, on est dans une espèce de transition où la police occupe le terrain, où donc les gens n'ont plus aucune valeur parce qu'on a connu les grandes sessions du grand banditisme il y a quelques années en arrière, mais j'ai envie de vous dire presque le prix d'une vie était peut-être plus estimé qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en fait, on tue n'importe qui dans la rue. Est-ce qu'on est en train de s'y habituer ? Tiens, c'est une vraie question qu'on pourrait se poser. Je vais vous redonner la parole dans un instant, si vous le permettez, Fanta Berreté. Est-ce qu'on est en train de s'habituer à avoir des morts, au fait d'avoir des morts, des victimes qui participent ou non d'ailleurs à ces trafics toutes les 2 semaines, Nicolas Corato ? La difficulté, c'est que depuis plusieurs longs mois maintenant, on a l'impression qu'on assiste à un peu un scénario à l'américaine, c'est-à-dire où les armes qui ont toujours existé dans le trafic de drogue, qui ont toujours accompagné le trafic de drogue, les armes sortent et parlent dans la rue, y compris en plein jour. On voit des tueurs à gages qui sont mineurs, quasiment, qui pour quelques centaines, milliers d'euros suppriment des vies. Et effectivement, on voit que les habitants de ces quartiers, je crois que c'est important que vous l'ayez rappelé, deviennent les premières victimes, cibles, et j'ai même pas envie de dire collatérales, de cet déchaînement de violence qui pose aussi la difficulté du contrôle du trafic des armes en France. Et peut-être, moi j'ai une question pour le maire de Nîmes, et je pense que c'est compliqué d'être un maire aujourd'hui, surtout dans une ville comme la sienne. Nîmes est une ville qui a énormément investi sur la sécurité, parce que vous avez, je crois, une police municipale très très importante rapportée à votre nombre d'habitants. Vous faites partie, je crois, du top 10 des villes en termes de nombre de policiers municipaux. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur avait annoncé dans votre ville ou dans le département une dizaine de créations de postes de policiers nationaux. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un débat à avoir entre les collectivités locales et l'État sur la répartition de la charge financière ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de policiers nationaux, de plus d'enquêteurs pour démanteler ces trafics ? Et peut-être, pardon de le dire, peut-être d'un peu moins de policiers municipaux. Est-ce qu'à un moment, on n'a pas un peu inversé la charge sur de la présence de policiers municipaux qui n'ont pas les compétences ni la capacité d'agir par rapport à ceux qui
embête et ce qui rend invivable ces quartiers, et puis la police nationale qui a normalement vocation à démanteler ces réseaux. Jean-Paul Fournier. Oui, bien écoutez, moi j'ai une police municipale qui fait 160 policiers municipaux. C'est l'une des plus importantes de France. Et effectivement, heureusement que j'ai ça, parce que la police nationale, par exemple, en ce moment, ils sont malades ou ils font la grève du zèle, donc ils ne sont pas sur le terrain. Donc c'est la police municipale qui fait le boulot. Donc c'est un petit peu dommage. C'est ce qui se passe en ce moment à Nîmes, vous dites ? Eh bien, je dis qu'il y a des policiers nationaux qui sont en grève, qui sont malades, ou qui font la grève du zèle. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de policiers nationaux qui ne sont pas sur le terrain. Et heureusement que la police municipale est sur le terrain, parce que effectivement, on s'entend bien, on a de bonnes relations entre nous. Ça, c'est des choses qui vont bien. Mais franchement, là, en ce moment, ça, c'est critiquable. 0826 300 300, on retourne à Perpignan, je vais vous redonner tous la parole, on en a encore pour quelques minutes largement. Direction Perpignan, où on est avec Simon, toujours notre vraie voix du jour depuis les Pyrénées-Orientales. Des quartiers difficiles, il y en a aussi beaucoup du côté de Perpignan, Simon. Est-ce que vous avez l'impression que cette situation est hors de contrôle un peu partout en France ? Ben, c'est pas une impression d'abord, et puis c'est pas hors de contrôle, c'est qu'ils ne sont pas du tout contrôlés et qu'on n'a jamais mis les moyens nécessaires au niveau sécuritaire, parce qu'on peut faire, comme l'a dit un de vos interlocuteurs, la sécurité c'est essentiel, parce que ça peut être aussi de manière préventive et pas uniquement de manière répressive. Ils ont complètement oublié ce paramètre-là, donc il faut quand même une présence constante, et puis surtout il faut combattre le trafic de stupes. C'est des gens le dommage collatéral dont on a vécu, là, le gamin de 10 ans qui méritait surtout pas de mourir, voilà. Il est victime du fait de vivre dans une cité et gangréné par la drogue et l'insécurité, et que personne ne fait rien. Il y a une démission de l'État, et aussi bien par sa politique sécuritaire que par sa politique pénale, donc on ne trouve pas de solution. Et c'est comme je dis, c'est comme une gangrène. Et donc il faut à un moment donné trouver des solutions, effectivement des solutions peut-être un peu plus difficiles à prendre, et qui seraient des solutions courageuses. Et pour l'instant, on n'est pas face à ça, quoi. Pour l'instant, en tout cas, le compte n'y est pas. Un quartier, merci Simon, gangréné par le trafic de drogue et l'insécurité. Ça, c'est la description qu'en fait Simon depuis Perpignan. Est-ce que c'est ce que vous confirmez, Reda Didi, vous ? On le confirme sur plusieurs territoires. Nous, on intervient sur plus d'une quarantaine de villes en France. Et on voit bien que, oui, il y a cette difficulté-là très forte, notamment sur les quartiers qui ont été ciblés. Il y a aussi une action de l'État qui essaye de pallier à ça. Mais je veux dire, c'est pas une problématique facile. Et c'est pas une problématique que réussira à résoudre seul, du jour au lendemain. Exactement. Ni par uniquement des réponses sécuritaires, ni par uniquement une présence policière. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'on en a pour combien d'années ? Mais je saurais pas à dire, mais je pense que c'est un boulot à long terme. C'est la première question qu'on a envie de se poser quand un enfant de 10 ans se fait faucher, vous comprenez ? Je sais qu'elle est facile à poser, la réponse est plus difficile, mais... Absolument, mais il faut savoir dans le diagnostic et l'état de lieu qu'on fait de la situation, ce qu'on a supprimé, parce que finalement à nos époques ceci n'existait pas. Moi je suis un natif de ces quartiers populaires. La situation qu'on vit là était uniquement dans les films. C'était, j'allais dire, c'était New Jack City, la guerre des gangs, c'était Boys in the Wood, c'était ce que vous disiez les États-Unis. Je veux dire, mais on n'avait pas ça en France, et on pensait pas que ça arriverait en France. Aujourd'hui, parfois sur certains quartiers, la situation est très difficile. Mais j'allais dire, il va falloir qu'on y mette tous la main à la pâte, sans les uns et les autres se jeter la pierre. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Ça n'a plus de sens. Ce qu'attendent les habitants de ces quartiers populaires, c'est d'avoir le même service public que tout le monde. C'est de pouvoir rentrer en toute sécurité. C'est de pouvoir jouir de leur espace public. Et d'avoir la même protection policière que les autres. Absolument. On va en reparler avec vous dans un instant. J'aimerais redonner une dernière fois la parole à notre invité à distance, le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Ça s'est dégradé en 20 ans. En gros, c'est ce que nous dit, en tout cas en l'espace d'une génération, Reda Didi dans ces quartiers. Est-ce que vous le confirmez ? Oui, effectivement, ça s'est pas mal dégradé dans l'espace d'une dizaine d'années. Il y a des choses qu'on voit maintenant, mais qu'on ne voyait pas avant. Effectivement, des jeunes qui se baladent dans les rues avec des kalachnikovs, on ne voyait pas ça il y a 10 ans. Donc effectivement, c'est très dégradé. Et ça, c'est dramatique, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout... C'est intolérable, et en France, une escalade de la violence et des règlements de compte pour les trafiquants. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez de l'État concrètement et à court terme ? Écoutez, j'attends qu'ils prennent les choses en main
qui me signe ce CIS avec moi et qu'on puisse avoir une compagnie de CRS à demeure ici à Nîmes, parce que c'est pas avec la dizaine de policiers de plus qu'ils nous ont fourni qu'on va régler le problème. Merci beaucoup Jean-Paul Fournier. Je le rappelle, maire de la ville de Nîmes, endeuillé après la perte de cet enfant de 10 ans fauché lors d'une fusillade. Un règlement de compte sans doute dans le quartier Pisevin du côté de Nîmes. Restez avec nous. 0826 300 300. On est toujours avec Simon depuis Perpignan. On est toujours avec nos vraies voix. Fanta Bérété, Nicolas Corato, Reda Didi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de régler le problème? Je sais que c'est plus facile à demander plutôt qu'à y répondre, mais on va en reparler. La guerre des gangs est-elle hors de contrôle? C'est la question qu'on se pose avec nos vraies voix sur Sud Radio et avec vous au 0826 300 300. Un enfant de 10 ans fauché lors d'une fusillade dans le quartier Pisevin à Nîmes hier. Son oncle d'ailleurs qui a été blessé lui-même. On va en parler. Quelle solution? C'est la question qu'on se pose surtout. Et combien de temps il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour arriver à reprendre un tant soit peu le contrôle de la situation dans ces différents quartiers? On est avec Fanta Bérété, député Renaissance de Paris, Nicolas Corato, le think tank Place de la République, Reda Didi, fondateur de l'association Graines de France, Simon depuis Perpignan, 0826 300 300. Une situation qui se dégrade. C'est la première chose que je retiens de tous nos échanges en 20 ans, qui s'est nettement dégradée dans ces quartiers. Pourtant, c'est pas depuis hier qu'on dit qu'il y a un problème notamment de sécurité dans les quartiers sensibles. Malgré tout, ça a continué à se dégrader. Échec collectif ou pas, Nicolas Corato? C'est un échec collectif. Je pense qu'il faut qu'on l'assume tous, chacun à son niveau de responsabilité. Et surtout qu'on accepte peut-être de travailler et de parler de ces sujets de manière apaisée pour faire des vrais bilans partagés. Quelle est la responsabilité des collectivités locales? Quelle est celle de l'État? Comment la charge peut être mieux répartie? Qui véritablement fait de la répression? Qui fait de l'accompagnement social? Qu'est-ce qu'on fait des associations dans les quartiers? Qu'est-ce qu'on fait de manière urbanistique? Parler de ce quartier, le fait que ce quartier était exclavé. La question des transports publics localement, elle est aussi majeure. Les gens, il faut savoir que dans beaucoup de quartiers, le premier diplôme le plus important, c'est le permis de conduire, parce que si vous n'avez pas de permis de conduire, vous êtes condamné à rester dans votre quartier et vous n'irez pas à un entretien de recrutement, vous n'irez pas travailler, vous ne pouvez même pas physiquement aller travailler. Donc, et ces sujets-là, on les connaît depuis effectivement 20 ans. Qu'est-ce qu'on a changé au quotidien de la vie des habitants de ces quartiers depuis 20 ans? Il faut reconnaître que manifestement, je dis pas qu'il y a énormément d'efforts qui ont été dépensés, mais peut-être de manière trop éclatée, trop atomisée. En tout cas, force est de constater que la sécurité des habitants de ces quartiers, dans certains quartiers, n'est plus assurée. Ça, c'est un fait. Alors revenons, on va parler un peu d'urbanisme. Vous le disiez, on en parlait pendant la pause. Le quartier de Pisevin, puisque c'est l'exemple, c'est là que ça s'est passé, c'est là que l'enfant est mort. Quartier exclavé, c'est-à-dire géographiquement en dehors de la ville de Nîmes. Vous le regardez, vous n'avez pas l'impression d'être dans la ville de Nîmes. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est le cas de beaucoup de quartiers, de ces quartiers de cette époque dans toute la France. On va pas le raser pour le reconstruire ailleurs. C'est pas faisable. Fanta Bérété. Pas faisable. Moi, j'ai grandi à Bron, dans le 69. Il y a le cas de Vaux-en-Velin, en fait. Vous vous en souvenez sans nul doute. Donc, j'ai pas envie de vous dire, on a fait quoi? On a rasé, on a reconstruit. Donc après, la question, c'est sur les flux des gens qui habitent ces quartiers. Donc évidemment, parce que même si on a enlevé l'empreinte, en fait, que moi j'ai connue plus jeune, finalement, c'est-à-dire qu'il y a la réputation du quartier ou de la ville en question, et que les populations de catégorie moyenne ne sont pas dit d'un coup, tiens, ils ont rasé les tours à Vaux-en-Velin, du coup je vais aller acheter un appartement sur place. Donc il y a toute cette question autour de la mixité, autour du fait que un certain nombre de personnes puissent sortir de ces quartiers, d'autres arriver à différents certainement moments de leur vie, et ça en fait ça n'existe pas ou très peu, c'est-à-dire qu'on grandit là et souvent si on a la chance de trouver un appartement parce qu'on a trouvé un travail, on va avoir un appartement là et on va se projeter là. Et même si un jour on devient propriétaire, on va pas avoir les moyens d'acheter un appartement sur Paris et donc on va l'acheter. Donc je vais pas citer de villes à proximité de Paris, mais il y a un certain nombre de villes qui sont concernées. Donc moi je rejoins les autres voix. Je pense que les réponses sont multiples en fait. Il n'y a pas qu'une réponse en fait. On peut pas rendre qu'une copie, et il y a notamment toute la politique autour de Quartier 2030 qui est importante, mais il faut aussi que les acteurs arrivent à se mettre véritablement autour de la table. On a un problème d'évaluation, je trouve. Moi je suis une nouvelle députée, donc j'ai pas de souci à le dire parce que je viens d'un autre monde en fait, de la direction de projet où vous testez, vous évaluez
et puis vous réajustez. Et ça, on a du mal à le faire. Et je pense qu'il faut véritablement rentrer là-dedans et savoir ce que nous faisons avec tout cet argent. Parce que de l'argent, il y en a eu beaucoup qui a été mis dans un certain nombre de villes. En un mot, assez rapidement, j'essaie de donner la parole à tout le monde pour conclure. Simon, depuis Perpignan, tiens, 0826 300 300, vous parliez de décisions courageuses. Ce serait quoi, vous, des décisions courageuses qui seraient utiles, en tout cas? Commencer déjà, au lieu de discuter toujours de faire des diagnostics, c'est facile de faire des diagnostics. Simplement, il faudrait commencer à faire quelque chose de pérenne, comme a dit le maire de Nîmes. Pas uniquement de faire une compagnie de CRS, parce que bon, c'est les CRS, on peut pas en mettre partout, puisque maintenant, quand vous voyez le nombre de zones que j'appelle des zones de non-droit, il y aurait pas assez de fonctionnaires CRS pour pouvoir être de manière stable sur place. Et puis de toute façon, eux-mêmes, leur formation ne les amène pas à faire du judiciaire, donc à faire ce qu'il faut pour résoudre le problème. C'est pas la panacée en tout cas, c'est ce que disait le maire d'ailleurs. Voilà, Nicolas Corato. Moi, si on doit donner quelques exemples concrets d'actions concrètes, moi je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur la lutte contre la déscolarisation dans ces quartiers. Ces enfants, il y a de plus en plus d'enfants qui se déscolarisent. C'est pas nouveau, ça aussi c'est un phénomène. Et là aussi, vous parliez d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a mis en place comme action concrète pour aller au-devant des familles, pour accompagner ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes par rapport à la déscolarisation? Un enfant qui est déscolarisé, c'est un délinquant en puissance. On le sait aujourd'hui que l'école est souvent le seul point d'échappement à la délinquance dans ces quartiers. Un enfant qui est hors de l'école, c'est un enfant qui est en danger. Dernière question, et elle est importante quand même, je sais qu'elle est facile à poser. Encore une fois, on parle du fléau du trafic de drogue, ça rapporte beaucoup d'argent. Quand on arrête le trafic de drogue, on gagnera plus, on a peu de chances de regagner autant d'argent. Comment on fait pour en sortir de ces trafics? Reda Didi. Mais il faut présenter un autre parcours et d'autres possibilités à ces jeunes et aux jeunes générations notamment. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle. C'est-à-dire, je crois beaucoup aux gens qui étaient dans ces quartiers-là et qui en sont sortis et qui ont réussi à avoir un parcours inspirant. Je parle pas des Mbappé ou je parle pas des gens inaccessibles. Je parle des gens qui sont devenus policiers, qui sont devenus gendarmes, qui sont devenus pompiers, qui sont devenus animateurs, qui sont devenus créateurs, qui sont devenus responsables associatifs. Et c'est ceux-là qui doivent avoir un discours un peu plus réconfortant, revenir sur ces territoires, avoir des quartiers. On a beaucoup d'expériences qui se sont bien passées. Vous parlez de cité tout à l'heure, je repense à la Lyon-la-Duchère, un collège où il y avait où il y a un collège aujourd'hui qui est à le niveau du centre-ville de Lyon, en fait, parce que vous aviez un principal qui était là-bas, qui savait serrer les rangs. Je parle à Avignon, pareil, on a les mêmes problématiques à peu près que celle de Nîmes, où là aussi il y a eu de la mixité, où on a emmené des jeunes de quartier aller au collège en centre-ville, et c'est des expériences qui ont très très bien marché. Je pense qu'il y a des expérimentations qui fonctionnent bien, dont il faut s'inspirer, et voilà. Eh bien, merci de nous aider à terminer sur une note d'un petit peu d'espoir, on va dire, à défaut d'optimisme. C'est important quand même d'en parler quand on a des nouvelles comme ça à commenter. Malgré tout, merci beaucoup Reda Didi, fondateur de l'association Graines de France, les vraies voix, qui vous retrouvent dans quelques minutes sur Sud Radio jusqu'à 19h, 0826 300 300. On va parler de toute autre chose dans quelques dizaines de minutes, mais c'est un problème de service public qui concerne aussi les quartiers, mais pas que. Les médecins, est-ce qu'ils sont suffisamment bien payés? Un certain nombre, en tout cas, ont augmenté arbitrairement leurs tarifs, justement pour se plaindre. On va en parler dans quelques minutes. À tout de suite sur Sud Radio.